Technologie. Un conseil des ministres extraordinaire s'est tenu ce vendredi au palais présidentiel. Entre autres grandes décisions, le conseil a approuvé une politique de transformation du cacao hors norme, une source de création d'emplois pour les jeunes. À la veille de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose prévue pour demain, les organisations de santé communautaire intervenant dans la lutte contre la maladie ont adopté hier une nouvelle stratégie pour lutter contre la pathologie. En France, un rebondissement dans l'affaire Bettencourt. Hier soir, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour abus de faiblesse après plusieurs heures d'une confrontation surprise avec les anciens salariés des Bettencourt. Et puis, du sport football en fin d'édition avec ce qu'on pourrait qualifier d'opération reconquête pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Après l'échec de la CAN 2013, dans le cadre des éliminatoires 2014, les poulains de Sabri Lamouchi seront samedi face à la Gambie. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Tout d'abord, ce conseil des ministres extraordinaire tenu aujourd'hui au palais présidentiel, il a été présidé par le président Ouattara en toile de fond d'importantes mesures d'urgence pour résoudre de façon durable la question des coupures d'eau et d'électricité décriées ces derniers temps par la population, des investissements d'une valeur de 20 milliards de francs CFA, dont 9 milliards pour le district d'Abidjan et 11 milliards pour l'intérieur du pays sont prévus à cet effet. Entre autres grandes décisions, le Conseil a approuvé une politique de transformation du cacao hors norme, une source de création d'emplois pour les jeunes. Jérôme Kofi Abolin. Extraordinaire, le Conseil des ministres du 22 mars 2013 l'est, et comme lors des rendez-vous ordinaires des mercredis, la rencontre de ce vendredi s'est déroulée au palais présidentiel sous la présidence du président de la République, Alassane Ouattara. Ce conseil, pour ne pas déroger à la règle, a également fait l'objet d'un point presse tenu cette fois par la ministre de la Communication, porte-parole adjointe du gouvernement. Le ministre Bruno Nabagné-Koné étant en mission. Selon elle, la politique de la transformation sur place du cacao hors norme est un des nombreux sujets qui ont fait l'objet de décrets ou projets de décrets au cours de ce conseil. Les conditions d'exportation du cacao hors norme et des déchets et résidus de cacao. Alors, ce projet de décret, il permet de transformer le cacao localement et ensuite permettre son exportation. Ce cacao transformé localement doit être un cacao sain, naturellement, de bonne qualité, et ce qui permet à ce cacao donc, de bonne qualité de bénéficier d'exonérations fiscales. L'application de ce décret va permettre effectivement de créer des emplois pour la jeunesse à travers l'implantation des usines de transformation qui vont valoriser également la matière première qu'est le cacao en Côte d'Ivoire. La porte-parole adjointe du gouvernement a également fait part de la volonté du gouvernement lors de cette rencontre à soutenir la promotion de l'habitat à la portée de tous les Ivoiriens. Projet de décret relatif au fonds de soutien de l'habitat pour permettre aux populations l'accession à la propriété. Vous savez que c'est l'un des engagements forts du président de la République qui veut faire en sorte que tous les Ivoiriens puissent bénéficier effectivement d'une accession au logement. Répondant à une des préoccupations des journalistes, notamment sur la question de la sécurité, la porte-parole adjointe du gouvernement s'est voulue rassurante, indiquant que le ministère d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité veille à ce que les populations soient sans inquiétude. On reste à la présidence de la République où le président Ouattara a reçu en audience dans la journée un opérateur économique égyptien, Naguib Sawiris, dit être allé faire part au chef de l'État ivoirien des projets qu'il a pour le pays dans le domaine des télécoms. Jérôme Kofi Abolin. On le connaît comme un richissime homme d'affaires égyptien. M. Naguib Sawiris opère dans le domaine des télécommunications. Faisant partie des grands opérateurs de téléphonie dans le monde, il entend réaliser en Côte d'Ivoire des projets dans divers domaines, en plus de celui des TIC, son domaine de prédilection. C'est bien dans ce cadre qu'il est venu rencontrer le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi 22 mars 2013, au palais présidentiel. Avec le chef de l'État, M. Naguib Sawiris a échangé pendant plus de 20 minutes un entretien avec le président de la République en vue de lui faire partager ses aspirations à la réalisation de grands projets de développement en Côte d'Ivoire. J'ai eu l'honneur pour cette audience aujourd'hui
C'est certainement pour moi, c'est très intéressant. Et je vais faire des investissements aussi. Ce pays est joli, avec ce monde qui est très, très bien pour nous. Avec un team qui est très, très fort. Et notre idée, c'est investissement dans le secteur du mining et l'autre secteur aussi. Et le président m'a dit que je suis très welcomed ici. Et c'était une très bonne audience maintenant. Le roi du Maroc, Mohamed VI, poursuit son séjour en Côte d'Ivoire, où il est arrivé mardi dernier dans le cadre d'une visite officielle. Profitant de ce séjour, une rencontre ministérielle réunissant ministres marocains et ivoiriens s'est tenue ce vendredi après-midi au palais présidentiel en présence du président de la République Alassane Ouattara. Réunion qui avait pour objectif de permettre aux ministres marocains d'approfondir différents sujets relatifs aux différents domaines de coopération. 61 milliards de francs CFA, c'est le montant du crédit accordé à la Côte d'Ivoire par Exim Bank. Le chef du gouvernement ivoirien, Daniel Kablan-Duncan, a reçu ce matin le directeur général d'Exim Bank Inde. Les deux personnalités ont étudié la ligne de ce crédit octroyé à la Côte d'Ivoire, nous dit Alvarassa. 112 millions de dollars américains, soit 61 milliards de francs CFA, c'est le montant de la ligne de crédit octroyée par l'Inde à travers le groupe Exim Bank à la Côte d'Ivoire depuis 2006. Et lors de cette audience accordée par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan au directeur général d'Exim Bank Inde, Nadim Pajetan, il est question de son utilisation. Et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan promet accélérer le processus. Il y a le VTIB à Bassam, pour lequel il y a 20 millions de dollars, c'est-à-dire autour de 10 milliards de francs CFA. Et il y a le secteur agricole, pour lequel il y a 30 millions de dollars, autour de 15 milliards de francs CFA. Et il y a différents autres dossiers dans le domaine donc de la pêche, dans le domaine donc des noix de coco. Il y a plusieurs dossiers et il faut maintenant que la Côte d'Ivoire donc les utilise. Et si c'est fini, on peut maintenant donner de nouvelles lignes de crédit. Donc ça dépend de la capacité d'absorption et d'utilisation de ces lignes de crédit. Je crois que c'est le début d'une grande coopération. Plusieurs secteurs d'activité sont donc concernés et le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan rassure que des facilités sont faites à la Côte d'Ivoire pour le remboursement de cette dette les années à venir. Daniel Kablan-Duncan revient de l'Inde où il avait pris part au 9e conclave des affaires Inde-Afrique, un rendez-vous initié par l'Inde qui veut approfondir ses relations avec les gouvernements africains dans les domaines agricoles et scientifiques. On revient sur les conclusions de ce conclave de haut niveau avec Alexis Ouedraogo. Une conférence de presse pour éclairer l'opinion nationale et internationale sur les enjeux de la participation de la Côte d'Ivoire au 9e conclave des affaires Inde-Afrique. Le chef du gouvernement avait à ses côtés plusieurs ministres. Il s'est prêté aux questions des journalistes après les travaux. Bien avant, Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec les patrons du groupe Exim Bank, principal soutien des investisseurs privés dans le pays. Nous avons rencontré donc le président d'Exim Bank et donc les responsables des affaires étrangères pour indiquer que la Côte d'Ivoire souhaitait voir renforcer à la fois donc, le volume des financements de l'Exim Bank sur la Côte d'Ivoire et voir aussi la diversification des secteurs d'intervention de l'Exim Bank au niveau de la Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a signé avec l'Inde un accord de mise en place d'un Council Business entre les conseils des affaires. Il devrait faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Nous avons rencontré au moins 200 investisseurs donc, de l'Inde qui sont intéressés donc, par le dossier donc, de la Côte d'Ivoire. Là aussi, nous avons pu échanger sur les différents secteurs. Et vous allez voir d'ailleurs que des missions d'hommes d'affaires indiens vont venir en Côte d'Ivoire dès le mois prochain. Plusieurs secteurs ont été visités par la délégation ivoirienne, dans les domaines de la santé qui mise sur une coopération renforcée en matière de médicaments génériques, de l'industrie avec l'adoption de techniques de transformation pour la noix de cajou, les nouvelles technologies où l'Inde est aujourd'hui numéro 1 et les infrastructures où de belles avancées sont notées en Inde. Vous avez pu voir un peu les autoroutes sur lesquelles nous sommes passés, les nouvelles technologies, ils ont utilisé le ciment plutôt que le macadam. Ils nous ont indiqué d'ailleurs aussi qu'on peut prendre, disons, du caoutchouc à 10% pour mettre dans le bitume, qui rend donc les routes une durabilité plus longue, d'au moins de 4 à 5 ans minimum. Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on découvre en venant donc ici. Un appel d'offres est d'ailleurs même lancé sur Abidjan pour des solutions pratiques aux problèmes d'eau que connaît le pays.
Retour à Abidjan, ouverture officielle ce vendredi de la première session ordinaire 2013 du Conseil des ministres statutaires de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA. La rencontre se tient à Abidjan, à l'agence principale de la BCEAO au plateau. Dans la ligne de mire, les étapes qui restent à franchir pour atteindre l'horizon de convergence des économies des pays membres de l'Union. Jean-Jacques Oméal. Après avoir apporté des améliorations au dispositif de surveillance multilatérale des politiques économiques des pays de la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine en 2012, plusieurs points sont à l'ordre du jour de cette première session ordinaire de l'année 2013 du Conseil des ministres de l'Union, présidé par Tiena Coulibaly, président du Conseil des ministres. Les relations entre les États membres de l'Union et le Fonds monétaire international, la situation de la microfinance dans l'espace ainsi que les mesures prises en faveur de ce secteur, maillon important du mode de financement des économies dans l'espace communautaire. Autre sujet dont il sera question, l'état d'avancement du dossier relatif à la reprise de la Banque régionale de solidarité BRS et l'examen de 2 projets d'actes additionnels. Le premier porte sur la création de l'Agence communautaire de la sécurité et de la sûreté de l'aviation civile et le second est relatif à l'institution de la politique commune de développement culturel. Toutes ces questions, précise le président du Conseil des ministres de l'UEMOA, Tiena Coulibaly, vont permettre de répondre aux préoccupations des populations de l'espace communautaire UEMOA. UEMOA qui regroupe 8 pays, la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso, le Mali, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Niger et la Guinée-Bissau. Ces 8 pays ont en commun une monnaie, le franc CFA. Si l'État a décidé d'investir plusieurs milliards dans le cadre du programme présidentiel d'urgence, c'est bien parce que la question des coupures d'eau est de plus en plus récurrente. Ils sont nombreux ces Ivoiriens qui n'ont pas accès à l'eau potable. Ici à Abidjan par exemple, c'est le cas d'une personne sur 5. L'Office national de l'eau potable s'engage à régler le problème d'ici fin 2014. D'ici là, l'une de nos équipes de reportage s'est prêtée à une visite guidée des travaux de l'ONEP dans la commune de Yopougon. Le reportage de Patricia Omoetia. Pas d'eau depuis 3 ans. Dans le village d'Adiopodoumé, le robinet est sec. Seule solution pour les habitants, aller s'approvisionner dans un puits à quelques centaines de mètres. Quand les responsables de l'Office national de l'eau potable arrivent, c'est pour annoncer une bonne nouvelle. D'ici 2 semaines, vos problèmes d'eau vont prendre fin. Tout le monde va... L'ONEP y travaille depuis 7 mois avec l'installation de ces forages. Il devrait fournir 120 000 litres d'eau par jour, plus qu'il n'en faut, pour alimenter Adiopodoumé. Yopougon, où il manque 50 millions de litres d'eau par jour, devrait aussi en profiter. Les travaux en cours, c'est le doublement de la station de Niangon, financée par la BID, et qui permettra d'apporter 44 000 m3 jour d'ici la fin de l'année. D'ici la fin décembre 2013, les problèmes d'eau de la commune de Yopougon seront résolus. Selon l'ONEP, plus de problèmes à Angré-Djibi grâce à ce château d'eau. Il est en service depuis 1 an. Une dizaine de projets est en cours à Abidjan, où plus d'un habitant sur 5 manque encore d'eau potable. J'ajoute pour terminer sur ce sujet qu'après ce journal, RTI 1 vous propose une émission spéciale consacrée justement à ces coupures d'eau intempestives avec pour invité le ministre des Infrastructures économiques, Patrick Hachi. Vous le savez, les élections régionales et municipales sont prévues pour le 21 avril prochain. Pour préparer cette importante échéance, la Commission électorale indépendante CEI veut renforcer les capacités des présidents de ces représentations locales. Elle vient d'initier à cet effet un séminaire d'information, de sensibilisation et de formation ce vendredi à Yamoussoukro, à Ouattouré, Jean-Jacques Améala. C'est un séminaire d'information, de sensibilisation et de formation initié par la Commission électorale indépendante CEI. Il réunit les commissaires centraux et les 415 commissaires locaux. Il s'agit de sensibiliser les commissaires locaux sur les enjeux des élections locales et les amener à s'approprier le mode opératoire des scrutins couplés et du dépouillement des votes. Les présidents des commissions électorales indépendantes locales se sont également familiarisés avec la plateforme d'acheminement électronique des résultats et la présentation des tendances.
Le président de la commission électorale indépendante, Youssou Bakayoko, a salué le travail accompli par les commissaires locaux dans la construction de la démocratie en Côte d'Ivoire. Il les a invités pour le dernier cycle électoral à être des gestionnaires rigoureux, intègres et justes, afin de rassurer les populations et leur permettre de rentrer dans le jeu démocratique. Notre travail n'est pas encore achevé. Il nous reste donc à faire nos preuves au cours du dernier examen de passage pour mériter de figurer au tableau d'honneur de l'excellence démocratique. La commission centrale de la CEI, toujours dans le cadre de la préparation des élections du 21 avril, prévoit une rencontre d'information et de sensibilisation avec le corps préfectoral ce samedi 23 avril. Demain, samedi 23 mars, le monde entier célèbre la journée mondiale de la tuberculose, occasion saisie par le gouvernement ivoirien pour sensibiliser la population sur les méthodes à suivre pour prévenir, guérir et vaincre la tuberculose. C'est avec Becket Aliko et Delphine Blas. La tuberculose continue de tuer en Côte d'Ivoire. En 2012, près de 10% des malades infectés sont morts. Et pourtant, cette maladie se soigne facilement à condition de suivre le traitement et faire le dépistage à temps. Au cours de l'année 2012, ce sont au total 24 211 malades qui ont été dépistés, dont 61% sont des formes contagieuses. Ces malades ont été dépistés dans 141 centres de diagnostic et traitements répandus sur toute l'étendue du territoire. Et pour permettre d'éradiquer la maladie, le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a tenu à rappeler l'importance de la vaccination. Le deuxième défi est que les enfants qui naissent ne contractent pas les formes graves de tuberculose. Pour cela, il faudra faire vacciner les enfants dès leur naissance par le BCG. Le BCG est gratuit et est disponible dans tous les centres de santé. Raymond Goudou-Kofi a voulu rappeler les populations à plus d'engagement et de solidarité afin de vaincre la tuberculose. Je vous le disais en titre, à la veille de cette journée mondiale de lutte contre la tuberculose, les organisations de santé communautaires intervenant dans la lutte contre la maladie se sont rencontrées hier. Elles ont adopté une nouvelle stratégie pour contribuer au mieux au combat. Elles ont aussi fait le bilan de la lutte contre la tuberculose au titre de l'année 2012. Brouléon. Il est guéri de la tuberculose. Sa guérison, Abdoul la doit aux organisations de santé communautaires. Elles l'ont encouragé à se faire dépister et à suivre son traitement. On m'a dit de faire examen du sang, puis radio, puis crachat. Donc quand j'ai fait, ils m'ont donné un médicament. Ils m'ont dit de prendre chaque jour 4 comprimés. Donc quand j'ai pris, ça me fait 6 mois. On me dit je suis guéri. Comme ce jeune homme, plus de 24 000 cas de tuberculose ont été dépistés en 2012 contre 22 000 un an plus tôt. L'an dernier également, 9% des malades n'ont pu terminer leur traitement. Depuis pratiquement 1 an ou 2 ans, les ressources au niveau mondial baissent. Et donc, il faut faire les visites à domicile. Il faut trouver un peu d'argent pour payer le transport de ces communautés-là. Il y a aussi la démotivation, puisque en plus de moyens, le communautaire n'a même pas de statut. Certains patients donnent de faux contacts et ce qui rend difficile donc, les activités communautaires. On honte aussi donc, de se faire présenter devant pour le traitement. Pour l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, l'augmentation en 2012 du nombre de tuberculeux montre que la sensibilisation et le dépistage de la maladie ont été efficaces. Toutefois, la tuberculose reste un problème de santé publique pour lequel le gouvernement va rapprocher la prise en charge des populations. Les organisations de santé communautaires vont contribuer à relever ce défi en dotant les districts sanitaires de moyens de mobilité. Il s'agit de permettre aux agents de santé communautaire d'être les plus efficaces possibles. Dans le chapitre santé toujours, le mandat du comité de gestion de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, MUGEFSI, prend fin en juin prochain, avec l'organisation de l'Assemblée Générale pour l'élection des nouveaux dirigeants de la MUGEFSI. En attendant, l'heure est à la sensibilisation, nous dit Doigt des Lasers. Le conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire va passer de 25 à 10 membres. Une réduction d'effectifs pour réduire les charges de fonctionnement
conformément aux règles de la mutualité sociétale en vigueur dans l'espace UEMOA. Une mesure salutaire selon le secrétaire général de l'UGTCI. Cette information nous a permis de comprendre véritablement la démarche et de saisir ce qui est et ce qui sera demain. Nous avons certes des propositions à faire, nous les ferons de telle sorte qu'on puisse enrichir le débat. La réalité pour nous, c'est qu'il faut que les fonctionnaires soient véritablement bien soignés, qu'ils soient véritablement bien traités. C'est un instrument de solidarité. Et cet instrument-là doit pouvoir jouer son rôle, mais véritablement de manière effective, efficace et efficiente. Pour les responsables de la MUGEFCI, faire connaître aux mutualistes cotisants le mode de représentation au sein des organes dirigeants est une priorité. Cette démarche d'information permet de présenter l'intérêt pour les mutualistes de participer à l'élection du président du conseil d'administration. Plusieurs équipes de sensibilisation ont investi le pays. Le scrutin est prévu pour le mois de mai prochain. Le saviez-vous peut-être, c'est demain la journée météorologique mondiale. La date du 23 mars a été choisie pour commémorer l'entrée en vigueur en 1950 de la Convention portant création de l'Organisation météorologique mondiale. Le message du gouvernement à cette occasion a été délivré par le ministre des Transports, Gaoussou Touré. On retient ceci, assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens. Hugues Webley. Assurer la veille météorologique pour protéger les personnes et les biens, cette préoccupation de l'Organisation météorologique mondiale est partagée par la Côte d'Ivoire. Gaoussou Touré, le ministre des Transports, qui le souligne à l'occasion de la journée météorologique mondiale, rappelle que la Côte d'Ivoire s'engage à toujours relever les défis du développement que sont les catastrophes d'origine météorologique ou climatique. Cités parmi plusieurs autres exemples de catastrophes, les glissements de terrain, les inondations, les destructions de logements ayant occasionné entre le 12 et le 15 juin 2009, 22 morts, 6 disparus, 7 blessés, 48 familles et 121 étudiants sans abri. Pour relever ces défis du développement, l'amélioration de nos services météorologiques nationaux paraît primordiale. L'une des priorités consistera à apporter notre soutien sans faille au renforcement des capacités nationales en matière de services climatologiques et d'alerte précoce. Le gouvernement reste convaincu que cette journée permettra de mettre en évidence non seulement les avantages qu'il y a à continuer à investir dans les infrastructures météorologiques, mais aussi la nécessité d'améliorer les services météorologiques et climatiques pour un mieux-être des Ivoiriens. En Côte d'Ivoire, la Société d'exploitation et de développement aéronautique et météorologique, SODEXAM, gère le service météorologique national, assure la veille météorologique, climatique et environnementale pour la sécurité des personnes et des biens. La question est au cœur de tant de polémiques. Les prix du gaz fixés par le gouvernement sont-ils, oui ou non, respectés par les revendeurs? Notre reporter Herman Niamien a sillonné quelques communes d'Abidjan pour s'assurer du respect de la décision des autorités ivoiriennes. Son constat est que ces prix sont respectés par endroits, mais il y a encore des réfractaires qui ne la respectent pas. Les nouveaux prix des bouteilles de gaz butane fixés par le gouvernement depuis le 2 janvier 2013 ne sont pas respectés à ce jour par tous les revendeurs. Si certains font l'effort pour se conformer aux décisions de l'État, ce n'est pas le cas pour la majorité. C'était 7800, après c'est 2000, après ils ont augmenté 2200. En se plaignant, on a dit bon, on vient à 2000, donc à tout le monde est 2000. Mais des fois le gaz ça devient charbon, on est ce charbon, ou bien du bois, ça devient noir, les mamans ça devient noir. Et puis ça ne remplit pas. Avant là on prenait 4200. Et 10 ça augmentait, on prenait 5200. Après ça, on est parti, on dit 5500. C'est comme ça, moi, et puis. Nous allons nous obligés de payer. Approchés, les accusés affirment pratiquer les prix officiels fixés par le gouvernement. Seulement, disent-ils, ce n'est pas de gaieté de cœur. Sincèrement, les prix ne nous arrangent pas. Mais bon, comme l'État a décidé, on est obligé de faire avec pour le moment. Parce que bon, à peine même si on arrive à payer le magasin avec ça, sans compter qu'on doit payer le gérant. Ça ne nous arrange pas, on ne gagne rien dessus. Donc ça fait aujourd'hui, ce qu'on prenait avant, tout est diminué maintenant. Et le gaz ne marche plus comme avant encore. La bouteille de gaz butane de 6 kg appelée communément B6 coûte officiellement 2000 francs CFA et la bouteille de 12 kg appelée aussi B12 coûte 5200 francs CFA. Le non-respect de ces prix a déjà valu la mise sous scellé de certains magasins.
Mais depuis, les opérations de contrôle inopinés se font rares sur le terrain, poussant ainsi certains revendeurs à renouer avec les vieilles habitudes. Le secteur touristique ivoirien a lourdement souffert des multiples crises qu'a traversé le pays. Illustration avec l'état des ponts de Liane et les cascades dans l'ouest du pays. Hélas, ces deux sites qui faisaient la fierté du pays sont aujourd'hui en ruine. Sylvain Gonati et Teresta Peyobwe. Voici ce qui reste des cascades naturelles du village des Adepleux dans la commune de Man, un site délabré. Et pourtant, en ces lieux, les visiteurs se bousculaient pour contempler les merveilleuses chutes d'eau. Le restaurant construit pour accueillir les visiteurs est tombé en ruine. Il avait pourtant été réhabilité par l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Malheureusement, il n'y a pas eu de suivi. La mairie était convenue avec le village que chaque fin du mois, ils allaient verser une somme de 20 000 francs au village. Et la mairie n'a pas honoré à ses engagements. Longtemps réclamée par les populations riveraines, la gestion des lieux est désormais leur affaire. Mais il leur faut des moyens. L'espace est aujourd'hui à l'abandon. Et seuls, quelques guides touristiques, originaires du village et nostalgiques de l'époque de gloire des cascades, résistent et tentent d'entretenir l'espoir. Autre curiosité, le pont de Liane. Il n'existe plus. En lieu et place, l'ONUCI a tendu des cordes pour rappeler l'existence il y a longtemps de ce fameux pont. Dans l'actualité à l'étranger, la situation dans le nord Mali qui a entraîné des milliers de réfugiés maliens à se diriger vers la Mauritanie. Reportage. Après de longues heures de route, les réfugiés maliens arrivent exténués en Mauritanie. Les plus anciens décharnés comme les plus jeunes. Un long voyage éprouvant pour ces familles qui n'ont sauvé que quelques effets. On trouve des gens qui ont vraiment des problèmes de malnutrition dû au trajet qu'ils ont traversé. Une première halte dans ce camp de transit. Le temps d'être enregistré avant de rejoindre le camp de Fassala, à quelques kilomètres. Ici, les conditions ne sont pas bonnes. Nous sommes sans vêtements. Nous restons sous le soleil. Il n'y a pas d'abri, pas d'eau. Mais ça vaut la peine quand on imagine ce qui aurait pu nous arriver. Majoritairement touaregs ou arabes, ceux communément appelés les peaux claires fuient le Mali depuis l'intervention française et le retour de l'armée malienne dans les villages du Nord. L'armée a tué beaucoup de gens. Chaque fois quand ils trouvent les populations, ils tuent les gens. Il ne fait pas de différence. Quand tu es rouge seulement, on te tue. On ne peut pas aller au marché parce que les populations noires nous attaquent, parce que nous sommes devenus des cibles. Des cibles pour être suspectés d'avoir soutenu les djihadistes d'Aqmi ou du Moudjahou. Alors ces nomades prennent la route vers les pays limitrophes où l'on dénombre déjà plus de 150 000 réfugiés. En bref, en Centrafrique, les rebelles de la Séléka sont en route pour la capitale du pays. L'actualité judiciaire en France avec ce rebondissement dans l'affaire Bettencourt. Hier soir, Nicolas Sarkozy a été mis en examen pour abus de faiblesse après plusieurs heures d'une confrontation avec le personnel des Bettencourt. D'esprit d'incompréhension. Pour la gauche, la justice a fait son travail. La justice est indépendante. Le juge d'instruction avait déjà convoqué M. Sarkozy une première fois. Il l'avait placé sous le régime de témoin assisté. Il l'a convoqué une deuxième fois et l'a mis en examen. Donc c'est que son enquête avance. De son côté, l'avocat de Nicolas Sarkozy va former un recours et demander la nullité de cette mise en examen pour abus de faiblesse. Un délit puni jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 375 000 € d'amende. Et puis on termine en sport football avec ce qu'on pourrait qualifier de reconquête pour les éléphants de Côte d'Ivoire après l'échec de la CAN 2013. Dans le cadre des éliminatoires 2014, les poulains de Sabri Lamouchi seront samedi face à la Gambie. L'équipe nationale de Côte d'Ivoire a eu sa première séance d'entraînement sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny hier. Le match Côte d'Ivoire-Gambie du samedi 23 mars 2013 est capital pour les Ivoiriens dans la perspective de la qualification mondiale 2014.
Cette rencontre est aussi pour les éléphants le début de l'opération reconquête du public ivoirien après la campagne désastreuse de la CAN 2013. On essaie d'oublier le passé et puis de se reconcentrer sur le futur. Et le futur, c'est la Coupe du Monde. Les anciens nous ont très bien accueillis. On est très contents aujourd'hui de faire partie de cette équipe. Maintenant, on espère qu'on va travailler. Ce n'est pas la grande fierté, c'est vrai. Mais je pense que le plus important, c'est de continuer et de montrer que bon, voilà, on est là pour eux. On a envie d'obtenir ce truc-là, qu'ils attendent tant, que nous aussi nous attendons tant. On a envie de repartir, je dirais, à zéro pour notre objectif qui est la Coupe du Monde. Et voilà, c'est un challenge qui est très important aussi pour nous. Le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire et ses joueurs mettent donc à profit ce premier regroupement post-CAN pour ressouder la troupe. Pour sa part, le ministre des Sports a apporté le soutien du gouvernement ivoirien aux éléphants. Pour Alain Lobognon, les éléphants doivent impérativement se relever de cette mauvaise chute. C'est à eux de se racheter, c'est à eux de se faire pardonner. Et je pense que les Ivoiriens l'ont compris, ils seront au rendez-vous pour les pousser jusqu'à la victoire finale. Le soutien du gouvernement acquis, Sabri Lamouchi et les éléphants souhaitent que les Ivoiriens reviennent au stade pour les pousser à la victoire. Seront-ils entendus? Signé Anja Soukrou, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez sur RTI 1. Dans un instant, une émission spéciale dédiée aux coupures d'eau intempestives avec pour invité le ministre des Infrastructures, Patrick Hachi, dans une présentation de Traoré Abou. Moi, je vous dis à bientôt. Bonsoir.